Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est une vidéo qui va parler du professeur principal. Donc, c'est une vidéo qu'on m'a demandé, mais que je comptais faire de toute manière depuis un petit moment. Donc la vidéo elle va être découpée en deux parties. Il y aura une première partie sur c'est quoi un professeur principal. J'en avais déjà parlé dans la vidéo Au bonheur d'être prof qui s'affiche ici sur l'écran. Et il y aura une deuxième partie qui sera sur les conseils que je peux vous donner pour préparer la pré-rentrée quand vous allez récupérer la classe dont vous serez professeur principal lors du premier jour. Puisque c'est vrai qu'on trouve très peu d'informations sur le sujet sur internet et qu'on part du principe que lorsqu'on est nommé professeur principal, ce sont des compétences qui sont innées. Donc comme beaucoup de choses dans l'éducation nationale, on part du principe qu'on ne forme pas les gens et qu'ils apprennent ensuite par l'expérience sur le terrain. Non, c'est pas du tout ironique. Alors, selon les textes de l'éducation nationale, le professeur principal, qu'on surnomme aussi le PP, qui n'est pas un grand-père, je précise, est donc un membre de l'équipe pédagogique qui va contribuer à l'information et au suivi des élèves qui vont lui être confiés. Donc traduction, ça veut tout simplement dire que c'est un membre donc de l'équipe pédagogique qui va servir de référent à l'élève, mais qui va aussi faire la liaison entre l'élève et sa famille, et entre l'élève, la famille et les membres de l'équipe pédagogique. Donc toujours selon les textes, il est dit qu'on ne peut être professeur principal que si on le choisit. Dans les faits, vous vous retrouvez souvent professeur principal sans l'avoir choisi, faute de candidat. Ou alors à l'inverse, c'est quelque chose qui vous intéresse, comme moi par exemple, c'est quelque chose que j'ai demandé et que je redemande chaque année parce que c'est quelque chose qui me plaît, d'avoir un lien particulier avec une classe et de pouvoir la guider, et que j'aime beaucoup la paperasse et l'administratif. Sachez aussi que si vous ne le voulez pas, c'est possible de démissionner de ce rôle. C'est pas quelque chose qui est normalement obligatoire. Donc si vous avez eu la chance cette année d'être nommé professeur principal parce que vous l'avez choisi, ou vous l'avez pas choisi mais vous êtes content, ou alors vous avez la malchance et vous n'êtes pas du tout content, mais vous allez faire avec. Voici donc ce qu'il vous faut retenir sur votre fonction. Comme tout professeur principal, vous allez être celui qui va s'occuper de suivre une classe, de la gérer, et également du coup de faire un suivi au niveau des résultats scolaires. Vous allez devoir à la fin de chaque trimestre faire le bilan et la synthèse des bulletins, à partir de ce qu'auront mis vos collègues, donc en plus de votre propre matière évidemment. Pour ce faire, vous allez donc devoir relever les points positifs, les points plus négatifs et ce qu'on conseillerait à un élève afin de pouvoir faire un bilan qui va s'afficher ensuite au pied du bulletin. Moi, ce que je fais en général, c'est que sur chaque bulletin, je vais mettre en vert ce qui est positif, en rouge ce qui est négatif, oui c'est ultra original, et en violet tout ce qui relève du conseil, afin justement de pouvoir faire une appréciation. Je vais essayer de varier les termes dans l'appréciation, sachant qu'on essaye toujours de mettre le négatif en premier pour pouvoir terminer sur une note positive ou un encouragement. Et après, suivant les établissements, vous pouvez avoir des récompenses, des avertissements, par exemple des félicitations, des encouragements, ou au contraire, avertissement, conduite, retard, absence, travail. Par exemple, vous pouvez écrire: c'est un très bon trimestre pour Marion qui a su tenir compte des conseils prodigués par la plupart de ses enseignants au premier trimestre. Nous l'encourageons à continuer ainsi tout en gardant sa motivation et en faisant preuve de toujours autant d'imagination. Stanislas va devoir redoubler d'efforts s'il veut pouvoir maintenir le niveau. Les résultats dans les matières scientifiques sont trop faibles et les bavardages sont trop nombreux. Nous l'encourageons à changer d'attitude, surtout s'il veut obtenir l'orientation souhaitée en fin de troisième. Donc c'est très variable, évidemment, je vous invite à aller vous inspirer des bulletins de vos collègues afin de trouver les meilleures formulations possibles. Alors après, évidemment, vous avez certains collègues qui vont faire des appréciations qui sont toutes petites, de l'ordre d'une phrase, et vous avez des collègues, moi par exemple, qui ai tendance à faire quasiment un roman à la fin de chaque bilan de bulletin, mais après voilà, c'est propre à chacun. Vous allez également être un psychologue ou une psychologue. Vous allez donc acquérir des compétences en psychologie afin de pouvoir régler les problématiques de classe qui sont hautement capitales, surtout à cet âge. Donc ils ont vraiment l'impression à chaque fois qu'ils vont vivre quelque chose émotionnel, que c'est la fin du monde, donc il va falloir assurer la bonne entente à l'intérieur de la classe, parce qu'une classe qui ne s'entend pas bien, ça peut avoir aussi des répercussions sur les résultats scolaires. Donc c'est important de maintenir une bonne harmonie, un bien-être dans sa classe. Mais madame, vous comprenez pas, c'est Capucine, elle a volé le stylo de Mélodie, et du coup après Zoé, elle a commencé à faire la tête, alors nous, on a décidé de faire la tête aussi à Capucine, mais après Zoé, elle était plus notre amie, et du coup, voilà, vous comprenez, maintenant on sait plus quoi faire, parce que le problème c'est qu'après elle a envoyé un message aussi à Inès, qui elle a envoyé un message à Corentin, et Corentin, il parle plus non plus à Zoé, donc on fait quoi? Donc pour ça, vous avez des heures de vie de classe qui vous permettent justement de régler certains conflits, ou au contraire, votre classe se passe très très bien, et
tant mieux pour vous, c'est super. Les heures de vie de classe, il faut savoir quand même qu'elles sont à la fois là pour gérer la classe, mais également pour faire tout ce qui est bilan sur les conseils, ou quand vous êtes en troisième, pour s'occuper de tout ce qui est orientation, recherche de stage. Ça peut être aussi l'occasion de faire des petits ateliers entre les élèves, de les prendre par petits groupes, vous n'êtes pas obligé de prendre la classe entière. C'est vraiment à vous de mener comme vous voulez ensuite ces heures de vie de classe qui sont réparties, sachant qu'il faut normalement en faire au moins 10 dans l'année. Vous allez être aussi un papa ou une maman, suivant votre genre. Vos collègues viendront donc se plaindre de vos élèves, comme s'il s'agissait de votre progéniture, et vous allez culpabiliser, comme s'il s'agissait vraiment de votre progéniture. Faudra appeler la mère de Clémentine, elle est encore à son 2e retard cette semaine, donc ça serait bien quand même de contacter les parents. Dis, excuse-moi, j'ai été sur la plateforme Arena et j'ai vu qu'Elric avait pas rentré ses vœux d'orientation. Tu comptes faire quelque chose ou tu vas le laisser comme ça sans orientation pour l'année d'après? Bon, j'ai encore viré Kylian au dernier cours. C'est son ami Patrick là, il a commencé à me piquer mes fioles. Non mais n'importe quoi, faudrait qu'il comprenne quand même qu'en physique-chimie, les fioles ça sert à quelque chose d'autre qu'à pouvoir se la mettre sur la tête. Presque, vous allez vous excuser de leur comportement. Des parents, vous allez être inquiets. Donc vous allez vous inquiéter si vous êtes professeur principal de 6e que Marius ait un cartable qui soit 2 fois trop grand pour lui. Si vous êtes professeur principal de 5e, vous allez être perturbé par l'histoire entre Marie et Clémentine qui ne se parlent plus. Parce que bon, c'est vraiment ce qui est le plus important en 5e. C'est compliqué, hein, les histoires de l'adolescent. Vous allez être perturbé si vous êtes pépé de 4e parce que Nathaliel, il était amoureux de Marinette, mais elle préfère Adrien. Voilà, parce qu'ils ont les hormones en ébullition. Et puis si vous êtes pépé de 3e, vous allez être inquiet parce que y a les d'orientation, et qu'il y en a certains, vous aurez beau leur répéter 25 milliards de fois qu'il faut remplir le document et que sinon la plateforme elle va se terminer et qu'ils n'auront pas d'orientation, et ils vont pas le faire, donc vous allez vous angoisser. Il faut également vous préparer à être des agendas, donc vous allez prendre l'habitude de manier les environnements numériques de travail, suivant comment ça fonctionne dans votre établissement où vous recevez l'information, pronote à la perfection pour vérifier leur emploi du temps, et il va falloir également jongler avec tous les rendez-vous, parce que vous allez recevoir des mails, certainement de la principale qui va vous informer de choses à leur communiquer, vous allez recevoir peut-être des mails de la psychologue EN qui a pris rendez-vous avec des élèves, vous allez recevoir des mails de parents d'élèves qui veulent vous voir, vous allez recevoir des mails d'élèves eux-mêmes qui ont oublié de noter quelque chose, qui veulent savoir si la leçon a bien lieu ou pas, vous allez recevoir des mails de collègues. Cassiopée, t'as pensé à ton rendez-vous avec la psy EN à 14h? Alec, c'est bien que je te croise dans les couloirs. Est-ce que tu sais que ton heure de colle a été décalée à 16h? Et d'ailleurs, pourquoi t'as encore une heure de colle? Dites, vous comptez réviser un jour la SVT? Non, parce que j'ai croisé votre prof qui était super en colère, parce qu'il paraît que ça s'est mal passé la semaine dernière. Donc il faut vous habituer à avoir des post-it ou à vous organiser d'une manière comme vous voulez, pour pouvoir faire en sorte de communiquer les informations à vos élèves. Enfin, il faut vous habituer à être un carnet de correspondance, donc les parents vont s'adresser à vous en priorité lorsqu'ils auront une question à poser concernant les élèves, sachant que vous êtes censé connaître les élèves individuellement et donc assurer leur suivi. J'avoue que c'est la partie que j'aime le moins, disons celle avec laquelle je suis le moins à l'aise, parce que vous pouvez tomber sur des parents qui sont très sympathiques, très compréhensifs, des parents qui sont agressifs. Après dans ce cas-là, si vraiment ça se passe très mal avec un parent, je vous encourage toujours à le rediriger vers le chef d'établissement qui pourra temporiser un petit peu. Pour communiquer avec les parents, vous allez avoir plusieurs solutions. Soit vous utilisez les environnements numériques de travail, s'il y en a un dans votre établissement, soit vous utilisez Pronote, ça après ça dépend, hein, c'est le fonctionnement interne de chacun. Le téléphone, dans ce cas-là, assurez-vous de mettre votre numéro en numéro inconnu, sinon les parents vous rappellent derrière. Vous pouvez communiquer avec le carnet de correspondance en écrivant des choses dessus que l'élève est censé transmettre, sauf que c'est compliqué parce que souvent il ne le transmet pas, donc vous avez peu d'informations, plus beaucoup de personnes s'en servent. Et évidemment, après vous pouvez choisir, soit vous appelez, soit vous prenez directement rendez-vous avec le parent. C'est vrai qu'en face à face, c'est toujours plus facile pour désamorcer des tensions, mais le téléphone va plus vite. Après voilà, il faut je pense rappeler des règles aussi aux parents, sachant que vous appelez dans un contexte donné, vous parlez d'un enfant, parce que parfois c'est vrai que on s'éparpille, et soit, parce qu'on a tendance à parler d'autres choses, ou même les parents, et on finit par devenir le psychologue des parents également, qui vont vous raconter toute leur vie, celle aussi de leurs autres enfants, donc voilà, faut recentrer un peu le dialogue si vous voulez pas non plus passer 4 heures au téléphone. Et les parents, généralement, vous êtes amenés à les rencontrer au cours de plusieurs rencontres, donc généralement lors de la première rencontre, qui est la rencontre parents-professeurs qui a lieu en début d'année, où vous allez donner des informations sur le déroulement de l'année, donner les dates importantes, distribuer également certains documents, répondre à leurs questions, à leurs attentes, à leurs angoisses sur les emplois du temps, sur l'équipe pédagogique. Généralement, ils viennent aussi se présenter, les différents membres d'équipe pédagogique, pour présenter le déroulement de leur matière. Et nous, dans notre établissement, après c'est propre à chacun, mais on a 2 rencontres parents-professeurs dans l'année qui ont lieu à la fin du premier et du second trimestre. On va remettre les bulletins et faire un bilan périodique. Vous allez également être un porte-document, c'est-à-dire que vous allez distribuer des papiers, beaucoup de papiers. Donc plus les élèves augmentent en niveau et plus il y a de papiers. Et les papiers, vous en aurez surtout beaucoup à la pré-rentrée, inscription au foyer, cantine, AS, charte du collégien ou du lycéen, règlement de l'établissement, carnet de correspondance, association des parents d'élèves, assurance civile et compagnie. Et vous aurez d'autres papiers à distribuer dans l'année.
Généralement, quand je reçois les papiers dans l'année, ce que je fais, c'est que je prends les papiers, je les pose sur mon bureau et je dis aux élèves, je vous les distribuerai à la fin du cours. Parce que si je les distribue au milieu, mon cours est foutu. Et quand on est sur le début d'année, je les donne assez rapidement lors de la pré-rentrée. Suivant les documents, vous pouvez passer plus ou moins vite. Après, vous pouvez aussi vous attarder dessus, faire une lecture, ça peut vous faire gagner du temps lors de la pré-rentrée. Ou par exemple, quand vous êtes avec des 6e, c'est toujours bien de lire le règlement intérieur, par exemple. Bon, quand vous vous retrouvez avec des 5e, 4e, vous pouvez reprendre certains points précis. Les 3e, généralement, le connaissent. Ceux qui en ont le plus besoin l'ont déjà recopié plein de fois en heure de retenue. Puis à chaque fois, je leur dis, vous le mettez dans le carnet de correspondance, vous donnez aux parents, vous faites signer. Comme ça, au moins, problème réglé, les parents l'ont vu. Ensuite, vous choisissez soit de vérifier le carnet de correspondance de manière régulière, en vérifiant par exemple s'ils ont bien signé les documents, s'ils ont également obtenu des croix, parce que parfois vous avez dans les établissements sur le carnet les croix. Après, c'est vous qui choisissez. Par exemple, moi, 3 croix pour mauvais comportement, c'est égal à 1 heure de retenue. Après, si c'est des oublis de matériel, ça va être différent. Après, certains peuvent choisir aussi de faire autrement. Voilà, ça c'est votre propre méthode de travail. C'est propre à chacun. Il n'y a rien qui dit que c'est mieux qu'un autre. C'est vous qui gérez comme vous voulez votre classe. Enfin, dernière chose, il est possible qu'on attende de vous, si vous êtes professeur principal de 3e, que vous soyez un spécialiste de l'orientation, puisqu'on considère que les PP de 3e sont maintenant spécialistes de cela. Alors en réalité, je les soupçonne de vouloir se débarrasser des conseillers d'orientation pour réduire les postes. On va dire que non, pour être gentil. Donc il va falloir que le professeur principal sache plusieurs choses. Orienter vers les différents métiers. Merci UNICEF. Informer sur les choix de filière, par exemple savoir ce qu'est un CFA, un CAP, ce qu'est un bac professionnel, ce qu'est un bac général, connaître les différentes filières, qui changent souvent, vérifier les acronymes. Vérifier également les lycées qui proposent les différentes options. Après, vous apprendrez sur le tas avec les élèves, vous verrez. Savoir également comment aider pour trouver un stage d'entreprise, donc rédiger une lettre de motivation, rédiger une lettre de remerciement, comment aller chercher, comment se présenter. Vous pouvez organiser par exemple des petits jeux de rôle sur comment trouver un stage. Et évidemment, pouvoir distribuer tous les papiers qui concernent l'inscription au téléservice, donc c'est-à-dire tout ce qui va permettre ensuite de faire les choix de filière et de s'orienter. Je vais terminer cette vidéo par tout ce qui concerne les conseils pour le jour de la pré-rentrée. Évidemment, cela va dépendre du niveau que vous aurez. Les niveaux les plus difficiles, si l'on veut, quand on est professeur principal, sont les 6e qui arrivent au collège et les 3e car vous allez avoir toute la partie orientation, DNB et beaucoup d'infos à donner. Pour débuter, je vous conseille, si vous avez le choix, de prendre des 5e et des 4e, où vous aurez beaucoup plus à régler des problèmes de gestion de classe. Les 6e, c'est l'entrée au collège, la rédaction de tout ce qui est PAP, c'est-à-dire les projets personnalisés, de repérer les différents troubles. Et les 3e, eh bien, tout ce qu'on a cité précédemment. Donc c'est vrai que 4e, 5e, pour débuter, c'est quand même plus facile. Après, si vous aimez un niveau particulier, évidemment, vous pouvez être amené à le demander. Moi, j'aime bien les 3e parce que j'aime bien la partie orientation, mais après, c'est un choix personnel. J'avais débuté pendant mes 2 premières années avec des 5e. Pour la pré-rentrée, je prévois généralement plusieurs étapes. Donc, si j'ai des 5e ou des 4e, on fait une pré-rentrée, nous, que sur une matinée. Si c'est des 6e ou des 3e, on est sur la journée complète. Donc, évidemment, après, le temps est plus ou moins variable en fonction. Donc, généralement, je commence par récupérer mes élèves dans la cour. Ensuite, je les amène dans la classe, puis je fais l'appel avec la liste. Je vérifie leur nom, leur prénom, leur date de naissance et leur régime. C'est pas ce qu'ils mangent le midi, c'est-à-dire s'ils sont externes ou demi-pensionnaires. Ensuite, je distribue les carnets. Dans le carnet, je vais leur faire noter encore une fois nom, prénom, vérifier que les informations qui sont inscrites sont les bonnes. Je leur rappelle à quoi sert un carnet, que c'est l'équivalent de leur carte d'identité. Je leur distribue le nom de toutes les personnes de l'équipe pédagogique qui les inscrivent à l'intérieur. Et je vais ensuite leur distribuer le précieux emploi du temps. Au départ, je le gardais précieusement en me disant je le donnerai à la fin de la journée. Or, c'est la chose qu'ils attendent le plus. Donc, maintenant, je leur donne, je les laisse déblatérer dessus pendant 10 minutes, s'énerver, dire qu'ils finissent tard et que c'est pas normal. Et après, eh bien, nous pouvons passer à la suite. Je distribue donc les papiers, AS, ASOS, règlement, patati patata, je dis de le mettre dans le carnet, de tout faire signer. Comme ça va plus vite, on signe tout, je cible rien, et voilà. Ensuite, si vous avez des 4e, 5e, généralement, il n'y a pas grand chose à faire. Vous allez avoir à récupérer les livres. Donc soit c'est les surveillants qui vont passer, soit vous allez aller dans certaines salles et on va vous distribuer un ordre de passage avec une heure précise. Et nous, on a également la photo de classe avec une heure où on doit aller faire la photo. Si vous avez des 6e, vous allez se rajouter tout ce qui concerne la visite de l'établissement, l'explication de la cantine, les codes pour la cantine et les codes également informatiques. Si vous avez des 3e, je prévois un diaporama et dans ce diaporama, je vais passer plusieurs choses. Je vais leur expliquer ce qu'est le DNB, comment ça marche, comment l'obtenir, comment on obtient les points. Je vais leur donner les grandes dates essentielles, donc pour ça, je fais une fiche que je leur distribue, sur laquelle je leur note les dates de brevet blanc, les dates des oraux si on les a, et également les dates du DNB, qu'ils peuvent ensuite garder. Généralement, ils perdent la fiche, on leur répète au cours de l'année, mais voilà, déjà, moi, je me rassure en faisant ça. Et je leur fais également un point sur ce qui concerne le stage en entreprise. Enfin, si vous avez du temps supplémentaire, en tout cas vous vous rendez compte que, oh mon dieu, il reste une heure à tuer, et bien soit vous pouvez commencer par parler de votre matière,
voire même commencer un cours, hein, expliquer comment ça va s'organiser, vous gagnerez du temps sur votre premier cours. Soit vous pouvez également faire une fiche à remplir de renseignements. J'avoue que j'hésite toujours à la faire, tout simplement parce que généralement je la récupère, je la glisse dans un classeur et je ne la regarde pas. Donc c'est un peu un gaspillage de papier, j'aime pas trop ça. Et surtout, elle peut parfois être gênante pour certains élèves. Par exemple, si vous inscrivez père, mère, que vous en avez un des deux qui est décédé ou que la personne elle a deux mamans, ça peut parfois amener à des problèmes ou à des situations un peu gênantes. Donc après la fiche, vous pouvez très bien soit la faire personnaliser, la guider, l'inscrire, soit vous pouvez faire une fiche qui est complètement libre en demandant aux élèves d'écrire leur nom, prénom et d'écrire ce qu'ils veulent dessus, s'ils ont des informations à vous communiquer. Après, avec les troisièmes, ça peut peut-être être bien de leur demander s'ils ont des idées d'orientation ou si ils sont perdus, quel est leur niveau d'anxiété. Vous pouvez vraiment varier et faire des fiches très personnalisées, c'est propre à chacun. J'en ai donc terminé pour cette vidéo, j'espère en tout cas que ces explications auront été claires et vous auront permis d'appréhender, de comprendre un petit peu mieux ce que c'est que le rôle du professeur principal et puis également vous de pouvoir ensuite, si vous êtes nommé professeur principal, mieux vous projeter et voir comment appréhender cette fonction. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux enregistrements.